Comme vous le savez, Deleuze et Guattari ont publié un livre en 2 volumes intitulé « Capitalisme et schizophrénie ». Capitalisme et schizophrénie. Et pourquoi ce titre ? Quel rapport peut-il bien y avoir entre le capitalisme et la schizophrénie ? Afin de répondre à cette question, il faut développer la théorie deleuzienne de la folie dans son intégralité. Et dans son intégralité, elle consiste essentiellement dans 3 idées, 3 points. Premièrement, il y a une différenciation de la folie. Deuxièmement, il y a 2 faces de la folie. Et troisièmement, il y a une bifurcation de la folie. Ce sont ces 3 points que je vais tenter de développer. Pour ce qui est de la différenciation de la folie, Deleuze va s'inscrire va expliciter une trilogie qu'on trouve déjà implicitement chez Freud, c'est la trilogie entre névrose, psychose et perversion. Et cette trilogie va constituer une sorte d'arbre de la folie avec ses différenciations. Dans la névrose, dans chacune de ces branches, on va trouver une opposition principale. Dans la névrose, nous pourrons nous limiter à la distinction, à l'opposition entre les névroses d'obsession, par exemple, qui sont typiquement accompagnées d'angoisse, et puis, d'autre part, l'hystérie, le cas de l'hystérie où le malade préfère souffrir dans son corps, présenter, par exemple, des symptômes de maladie organique, plutôt que de tomber dans l'angoisse. Ça, c'est probablement l'opposition principale de la névrose. Pour ce qui est de la psychose, eh bien, évidemment, c'est l'opposition entre la paranoïa et la schizophrénie. Ce que Deleuze entend par paranoïa, c'est essentiellement ce qui tourne autour du délire de persécution. Quant à la schizophrénie, je rappellerai d'abord les 3 versions principales que nous en obtenons dans la psychiatrie classique, où la schizophrénie a été essentiellement conçue soit comme dissociation, comme perte de la réalité, ou au mieux comme être dans son monde. Et le point commun de ces 3 théories classiques de la schizophrénie, c'est que dans les 3 cas, ce sont des conceptions négatives, des conceptions privatives de la schizophrénie. Tandis que le problème de Deleuze, ce sera de développer le cas de la schizophrénie dans sa positivité. Et c'est ici que nous obtenons donc ce qui est j'espère, à l'écran, c'est-à-dire le bilan général de la folie selon Deleuze, le tableau général de la folie, avec d'abord le mouvement pendulaire principal entre la paranoïa et la schizophrénie, et puis sur l'espace développé par ce mouvement pendulaire, eh bien, des coupes possibles qui correspondront à la perversion et à la névrose. Donc, c'est dans ce cadre général que va se développer la théorie deleuzienne. Et sur le cas de la perversion, nous voyons déjà ce qui va faire la différence deleuzienne sur la question de la folie. Parce que la perversion, qu'est-ce que c'est principalement quand on parle de folie ? Eh bien, c'est le sadisme et le masochisme. Et qu'est-ce que nous remarquons ici ? Eh bien, c'est que c'est le sadique Sade et le masochiste masoche qui font de eux-mêmes la théorie de la folie, comme le dira Deleuze. Ce ne sont pas des malades, ce sont des médecins. Ce sont déjà des spécialistes des symptômes, ceux qui savent nous dire à quoi on reconnaît telle ou telle chose. Et d'autre part, quelle va être la nouveauté de l'approche deleuzienne ? Eh bien, chez Sade, il suffira de rappeler le titre d'un chapitre dans la philosophie dans le boudoir, c'est-à-dire « Français, encore un effort si vous voulez être républicain ». Et
chez Mazoche, un échantillon des romans que nous trouvons chez Mazoche, par exemple. Dans La Tsarine noire, Mazoche conte l'histoire d'une prisonnière aimée du tsar en l'an 900. En l'an 900, elle chasse l'ours à fourrure et s'empare du trophée. Elle organise un régiment d'Amazones, elle tue les boyards et fait décapiter le tsar par une noire. Un homme de la commune, un entre guillemets communiste, semble être le but lointain de son action. Eh bien, qu'est-ce que nous remarquons ici? Ici, c'est la connexion qui va être développée ensuite entre folie et politique. Et donc, évidemment, cette connexion, elle va être à développer avec des concepts nouveaux. Et comment Deleuze va-t-il les obtenir? En se concentrant sur la question de la psychose, en se demandant, y a-t-il un dénominateur commun entre la paranoïa et la schizophrénie? Y a-t-il un dénominateur commun entre le président Schreiber et Antonin Artaud, le plus célèbre des paranoïaques, d'autre part, et puis le schizophrène exemplaire, si on peut dire. Et bien précisément, Deleuze va, simplement en écoutant ce que dit le fou, ce que dit la folie, il va montrer qu'il y a au moins deux dénominateurs communs qui vont être en quelque sorte les deux noyaux du délire, les deux foyers de la folie. Quels sont ces dénominateurs communs? Eh bien, écoutons d'abord Schreiber qui nous dit « Tout ce qui se dit et se fait venant des gens de mon entourage est machiné par miracle, en rapport avec un raccordement de nerfs divins sur ma personne. Les âmes qui avaient branché sur moi des raccordements m'avaient suivi. Les âmes pendaient à des sortes de faisceaux de verges, comparables aux faisceaux des licteurs romains, mais de telle sorte que les verges s'écartassent les unes des autres vers le bas, formant un cône, pendant que les nerfs des âmes étaient entrelacés autour des becs supérieurs. » Et qu'est-ce que nous dit Artaud sur le même registre? Il parle d'un beau pèse-nerf. Il dit « Le corps humain est une pile électrique, post-émetteur de courant, et il évoque le corps sous la peau qui, dit-il, est une usine surchauffée. » Et c'est tout cela qui va conduire Deleuze à l'élaboration d'un premier concept, ce qu'il appelle les machines organes ou encore machines désirantes. Et puis, second dénominateur commun, là encore, écoutons ce que dit la folie elle-même, Schreiber qui nous dit « J'ai vécu à plusieurs reprises sans estomac. Dès lors, aliments et boissons se déversaient sans autre forme de procès dans la cavité abdominale et dans le haut des cuisses. » Et le docteur Weber, un de ses psychiatres, résumera tout cela de la façon suivante. Schreiber a longtemps vécu sans estomac, sans intestin, presque sans poumons, l'œsophage déchiré, sans vessie, les côtes broyées. Il avait parfois mangé en partie son propre larynx et ainsi de suite. Tout cela dans le délire proprement paranoïaque. Et qu'est-ce que dit Artaud? Pas de bouche, pas de langage, pas de dents, pas de larynx, pas d'œsophage, pas d'estomac, pas de ventre, pas d'anus. Et là, si nous écoutons ce que dit la folie elle-même, nous sommes conduits au deuxième concept capital de Deleuze sur la question, c'est-à-dire le corps sans organes, expression reprise littéralement à Artaud. Mais tout ça, ça fonctionnerait pas s'il n'y avait pas un fait plus général. Un fait plus général qu'on peut énoncer de la façon suivante, à savoir que la folie est structurée comme l'économie. Nous allons le voir en particulier dans le cas du président Schreiber, en rappelant quel est le noyau de son délire. Qu'est-ce qu'il y a dans le délire de Schreiber? Il délire qu'il est sodomisé par des rayons du soleil émis par le soleil identifié à Dieu. Voilà le noyau du délire. Mais qu'est-ce qu'il y a autour de tout cela? Je cite Schreiber lui-même. Il va y avoir la production, consommation, production, échange, consommation, c'est-à-dire les trois moments économiques. La production, la faculté d'accomplir le miracle d'éviration, parce qu'il imagine qu'il se transforme en femme, miracle d'éviration, est le propre des rayons divins inférieurs. Les rayons de Dieu supérieur ont la faculté de régénérer la virilité. Échange, moment des échanges. C'est mon devoir d'offrir à Dieu cette jouissance
Et si, ce faisant, un peu de plaisir sensuel vient à m'échoir, je me sens justifié à l'accepter au titre d'un léger dédommagement à l'excès de souffrance et de privation qui ont été mon lot depuis tant d'années. Et enfin, consommation. Schreiber déclare « Mon corps tout entier est parcouru des pieds à la tête de nerfs de la volupté, comme cela ne se rencontre que s'agissant d'un corps de femme adulte, alors que chez l'homme, les nerfs de la volupté sont uniquement localisés à une zone circonscrite au sexe et à son voisinage immédiat. » Et si nous cherchions, pour être plus bref chez Artaud, n'est-ce pas, l'idée de faire réellement de l'or, un processus productif, donc, au niveau du délire. Et une fois que nous avons développé cet arbre de la différenciation de la folie avec les concepts spécifiques auxquels elle mène, notre deuxième point, c'est donc les deux faces de la folie. Les deux faces de la folie, qu'est-ce que c'est ? C'est d'une part le délire, dont nous venons de voir des échantillons, mais d'autre part la manie. Et sur la question de la manie, Deleuze va s'inspirer ici d'Esquirol et il va distinguer 4 grandes monomanies, plus précisément, l'érotomanie, n'est-ce pas, la monomanie érotique, la pyromanie, monomanie incendiaire, la mégalomanie avec monomanie querelleuse, par exemple, en particulier le délire de revendication, et la monomanie homicide. N'est-ce pas, c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle le passage à l'acte dans la folie. Mais pour voir la signification de tout ça, il va falloir se retourner vers le délire et voir plus précisément ce qui dérange dans le délire. Et là, nous allons avoir encore des échantillons très caractéristiques chez Schreiber qui nous dit « Pour ce qui est de l'estomac, dès mon séjour à la clinique de Fléchig, m'avait été miraculé un estomac de juif de valeur très inférieure en place de mon estomac sain. » Et il poursuit en disant ailleurs, un neurologue viennois, juif, baptisé slavophile, voulait fonder la suprématie du judaïsme. Il dit encore, l'image de l'homme bâclé à la 642, mise au service du juif éternel, avait reçu le nom de Chenapan. Et pour dépasser ces simples exemples, Deleuze va faire intervenir un répondant, quelqu'un qui va formuler la réponse à Schreiber d'une certaine façon, dans une sorte de rêve qui va être le rêve de Rimbaud. Je cite Rimbaud, « Pas une famille d'Europe que je ne connaisse, j'ai connu chaque fils de famille, j'ai toujours été de race inférieure, je suis de race inférieure de toute éternité, je suis une bête, un nègre, et par ailleurs, je rêvais croisade, voyage de découverte, dont on n'a pas de relation, république sans histoire, guerre de religion étouffée, révolution de mœurs, déplacement de race et de continent. » Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça ? Deleuze va le formuler de la façon suivante. Je cite Deleuze, « Tout délire a un contenu historico-mondial, politique, racial. Il entraîne et brasse des races, cultures, continents, royaumes. » Et encore, « Il appartient à la libido d'investir le champ social sous des formes inconscientes et par là d'halluciner toute l'histoire, de délirer les civilisations, les continents et les races. Pas de chaîne signifiante sans un Chinois, un Arabe, un Noir qui passent la tête et viennent troubler la nuit d'un blanc paranoïaque. » Et derrière tout cela, il y a quelque chose qui n'est pas formulé chez Deleuze, mais que je voudrais formuler ce soir, parce que ça forme en quelque sorte l'axiome de toute sa théorie. Cet axiome est le suivant, à savoir que l'inconscient fait de la politique. N'est-ce pas, comme c'est évident d'après les quelques échantillons que nous venons de voir. Et tout cela nous conduit à notre troisième point, c'est-à-dire comment faire face à ces deux aspects. C'est là que va intervenir la bifurcation de la folie, selon Deleuze, qui va plus précisément être une double bifurcation, où Deleuze a enchaîné deux distinctions qu'il trouve chez d'autres auteurs, mais dont il va voir l'affinité systématique, l'affinité profonde. Il y a d'abord la distinction classique de Jaspers, Karl Jaspers, pas le grand philosophe, mais aussi d'abord grand psychiatre,
qui distingue d'une part entre réaction ou développement et d'autre part processus avec la signification d'intrusion dans la réalité psychologique. Et dans le processus, parce que ça va entraîner chez Jaspers que la psychose, par exemple, est à penser comme processus, Deleuze va faire intervenir une seconde distinction, qui est la distinction de Ronald Laing, l'un des maîtres de l'antipsychiatrie. C'est la distinction pour la psychose entre le cas où elle est condamnée à un effondrement et le cas où elle peut être une percée. Et c'est les deux concepts clés qui émergent, n'est-ce pas, vont être d'une certaine façon réunis par Deleuze dans le concept opératoire de processus de percée. Processus de percée typiquement schizophrénique. Et d'abord, quelle est la preuve d'une telle percée ? Bien, c'est une affaire relativement bien connue, mais qu'il faut rappeler, c'est le rapport énigmatique, dans certains cas, entre folie et génie, dont nous pouvons rappeler 3 exemples capitaux. Et ça va se produire dans la poésie avec Hölderlin, mais aussi Gérard de Nerval. Ça va se produire dans la peinture avec Van Gogh, qui disait « Plus je deviens malade, cruche cassée, plus aussi je deviens artiste ». Dans la pensée également, avec Nietzsche, mais pas aussi avec Cantor. Bon. Et sur ce point, Jaspers va déjà intervenir deux idées capitales. D'abord, l'idée que le processus dont il vient de parler, eh bien, on peut le représenter par une sorte de courbe mathématique, de telle sorte qu'on va pouvoir comparer chez un schizophrène, chez un sujet donné, le rapport, parallélisme ou pas, entre les différentes phases de son processus proprement schizophrénique et les différentes phases de son activité créatrice, comme le montre Jaspers, en détail Jaspers, dans le cas de Hölderlin en particulier. Bon. Donc, ce concept de processus est susceptible de prendre une forme très rigoureuse, conduisant à des analyses très précises de cas. Mais de surcroît, ce que va ajouter Deleuze, c'est l'idée d'un processus de percée typiquement subversif, et qui va être illustré en particulier par le cas d'Artaud, qui en donne une description en parlant par exemple de la fuite effroyable de tout, ou d'un fleuve intelligent, évoquant la force qui recharge les mascarés, la force qui fait monter la lave dans les entrailles des volcans. Et ça va aussi se développer dans ce qui est résumé dans le titre de ses principales œuvres, Héliogabale ou l'anarchiste couronné. Le processus de percée, ça va être ce que Deleuze va appeler l'anarchie couronnée. Et on peut reprendre les définitions d'Artaud. Qu'est-ce que ça veut dire l'anarchie ? Pour Artaud, ça veut dire très précisément de la poésie réalisée. Il dit encore, la poésie est le théâtre mis sur le plan de la réalité. Est-ce que c'est purement de l'esthétisme ? Non, pas du tout, parce que ça a aussi une dimension politique dont je donnerai simplement 2 petits échantillons. Héliogabale, qu'est-ce qu'il fait ? Je cite Artaud, il chasse les hommes du Sénat et il met à leur place des femmes. Il fait nommer un danseur à la tête de sa garde prétorienne. Voilà. Donc, ça, c'est typique du type de processus de percée que nous trouvons chez Artaud, évidemment, avec tout l'humour qui met Artaud, chez qui c'est un concept capital. Alors, tout ça nous conduit vers le rapport au capitalisme, parce que qu'est-ce qui est caractéristique du capitalisme d'après Deleuze, par opposition aux sociétés pré-capitalistes? Qu'est-ce qui caractérisait essentiellement les sociétés pré-capitalistes, malgré toutes leurs différences? C'est que ce sont des sociétés essentiellement codifiées, où la place de chacun est codifiée dans un système extrêmement rigoureux. Et d'autre part, ce sont des sociétés définies par un territoire. Si nous en cherchions des exemples dans l'actualité, n'est-ce pas, ça saute aux yeux, n'est-ce pas? Par opposition, le capitalisme va se présenter par exemple, les produits dérivés ou les délocalisations. Donc, il va se caractériser par une décodification, d'une certaine façon, parce que je les appelle aussi décodage, et une déterritorialisation.
Et ça prendra son sens plus précisément dans l'opposition avec ce qu'on va trouver chez le paranoïaque, pour mieux définir le rôle de la schizophrénie. Deleuze le résume de la façon suivante. Contrairement au paranoïaque dont le délire consiste à restaurer les codes, à réinventer des territorialités, aussi délirantes qu'on voudra, à réinventer des territorialités, le schizophrène ne cesse d'aller plus loin dans le mouvement de se décoder lui-même. Donc, ce qui va caractériser le schizophrène, c'est, comme dit Deleuze, qu'il brouille les codes et, d'autre part, qu'il est pris dans un processus de déterritorialisation, comme le voyage schizophrénique. Ce brouillage des codes, nous en avons des exemples caractéristiques chez Artaud, n'est-ce pas? Par exemple, quand, parlant du théâtre, il est conduit à intituler ses chapitres « Le théâtre et la peste ». Quel rapport entre le théâtre et la peste? Ça, c'est un brouillage des codes. Le théâtre et la métaphysique, le théâtre et l'alchimie, etc. Ou encore, plus précisément dans ces processus formels, chez Artaud, dans ce qu'il appellera ces mots souffles ou ces mots cris. Et tout cela, évidemment, en rapport avec le processus de déterritorialisation qui trouve son illustration également dans la schizophrénie. Donc, vous voyez, on entrevoit tout au moins le rapport entre capitalisme et schizophrénie ici, parce que si le capitalisme se définit par justement cette décodification et délocalisation, déterritorialisation, eh bien, nous en trouvons une sorte d'équivalent formel chez le schizophrène. Étant donné que chez lui aussi se trouve décodification, brouillage des codes, déterritorialisation, ce qui fait donc du schizophrène une sorte de réduction à l'absurde des caractéristiques formelles du capitalisme. Ce que Deleuze formulera d'une certaine façon imagée en disant que et biblique, que le schizophrène, c'est l'ange exterminateur du capitalisme.